Bonjour ou rebonjour, Babacar Fall, l'animateur du grand jury, est pris tout à l'heure dans les embouteillages vers l'autoroute à cause des travaux entrepris. Il n'y a pas eu, bien entendu, de communication sur les désagréments que cela a pu causer aux usagers. Je vais donc m'essayer au grand jury et bonjour à tous. Bienvenue devant le grand jury d'RFM. Thierno Alassane Sall, bonjour. Bonjour Madame Diallo, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes ingénieur en télécommunications et en aviation civile. Vous avez travaillé plus de 20 ans à l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Vous avez occupé de hautes fonctions. À l'arrivée du président Macky Sall, vous avez été nommé directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP. Poste que vous avez occupé d'avril 2012 à octobre 2012 avant de devenir ministre des infrastructures et des transports terrestres et du désenclavement entre octobre 2012 et juillet 2014. Vous avez été un moment sorti du gouvernement, écarté des affaires. L'aviez-vous mal vécu cette période? Oui, avant tout, je voudrais saluer votre travail remarquable et saluer l'ensemble des Sénégalais d'ici et de la diaspora, ainsi que tous les autres qui nous écoutent à travers le monde. Avoir une pensée fraternelle, j'allais dire, et solidaire à l'endroit des pêcheurs de Guet-Ndar et de toutes les populations qui souffrent et dire que nous sommes dans un pays d'incertitude et de risques qui devraient être maîtrisés. Par exemple, ce qui arrive à votre confrère Babacar, oui, sans qu'il y ait l'information, quand les citoyens sont soumis à autant d'incertitudes dans leurs activités quotidiennes et que les services publics sont d'aussi piètre qualité, j'allais dire, parce que par rapport à cette situation, que dire d'autre? Et donc, nous sommes dans un pays où c'est pas seulement une question d'investissement et d'infrastructure, mais aussi de rapport aux populations. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Même pour la Brèche, c'est à peu près la même situation de Saint-Louis. Donc, pour ce qui concerne la parenthèse que vous avez évoquée tout à l'heure, moi je suis pas entré en politique pour des sinecures ou des postes, mais comme un soldat au service de notre République. Et lorsque j'ai été écarté des affaires suite à des différends sur des dossiers assez importants, où j'ai assumé mes positions et mes convictions avec persistance, j'ai choisi moi-même, malgré toutes les autres propositions qui m'ont été faites, de retourner à l'ASECNA. Je dois pouvoir dire qu'on m'avait proposé beaucoup de postes, les uns plus alléchants que les autres, y compris la direction nationale d'une très grande société, sinon l'une des plus grandes du pays. Ce que j'ai écarté, je suis retourné à l'ASECNA, occuper les fonctions qui sont les miennes, le métier qui est le mien, où je suis sûr que chaque franc que je gagne est mérité. Et c'était une période relativement intéressante, parce que c'est un défi qu'on vous met vis-à-vis de vos propres convictions. Est-ce que vous allez faire encore faire les courbettes ou renoncer à vos principes pour réintégrer le gouvernement, ou est-ce que vous allez rester ferme vis-à-vis de vos convictions? Je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Savoir que sortir d'un gouvernement, me le prouver à moi-même, à mon entourage, que sortir d'un gouvernement n'est pas une catastrophe, ou bien au contraire, souvent. Alors, vous êtes revenu dans le gouvernement au poste de ministre de l'énergie jusqu'à votre limogeage ou votre démission, c'est selon, on n'est toujours pas éclairé. Alors, question d'un auditeur, Mata Diop, il s'appelle, il vous demande de revenir sur les raisons véritables de votre éviction. De mon départ du gouvernement, de ma démission du gouvernement. C'est une démission alors? Alors, il n'y a pas de... Je crois que je me suis plus que largement étendu sur cette question. Peut-être que cet auditeur n'a pas entendu votre réponse. Et je crois aussi pouvoir dire, j'entendais tout à l'heure quelqu'un sur une chaîne dire que oui, les contrats pétroliers, les gens n'ont pas encore commencé l'exploitation, on n'a pas encore d'argent échangé. Je dois dire que les Sénégalais doivent peut-être creuser plus sur les conditions dans lesquelles ces contrats ont été établis, sur les conditions dans lesquelles un ministre peut être amené dans le palais de la République à refuser de signer le contrat sur les véritables raisons. Est-ce que ce contrat était bon ou non pour le Sénégal? Plutôt que sur l'accessoire, est-ce qu'il a été limogé ou il a démissionné?
Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Et même des intellectuels de haut niveau, des professeurs d'université, sont là à ergoter sur l'accessoire, sur le détail. Oui, j'ai démissionné. La raison simple pour laquelle j'ai démissionné, je l'ai répété, parce qu'il me semblait que les intérêts du Sénégal étaient en train d'être spoliés. À plusieurs reprises, y compris dans ce même studio, j'ai expliqué le pourquoi et le comment. Maintenant, je pense avoir joué mon rôle sur cette question, aux Sénégalais de jouer le leur. À commencer par les institutions commises à cet effet. Il y a l'Assemblée nationale qui devrait pouvoir ouvrir des commissions d'enquête parlementaire. Oui. Il y a la justice qui a suffisamment de raisons, parce que je ne suis pas le seul à avoir parlé. Et le seul sachant qui sait de l'intérieur, puisque l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a quand même dit des choses très graves. Il a dit qu'il a été amené à contresigner un décret sur la base d'informations fausses présentées à lui par un ministre de la République dans un rapport de présentation. C'est très grave. Et plus que cela, il y a des rapports de l'inspection générale d'État qui circulent dans Internet, dont des extraits ont été publiés dans des journaux, qui montrent de manière flagrante, patente, massive, que des violations graves de la loi du Sénégal ont été commises, mais aussi que des intérêts du Sénégal ont été spoliés. Face à de telles affirmations, d'abord, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on a perdu de l'argent ou on n'a pas encore perdu de l'argent. C'est de dire, la question bonne, vraie, c'est de dire est-ce que les lois du Sénégal ont été violées ou pas. Sauf qu'on a entendu l'actuel Premier ministre s'est penché de long en large sur cette question du pétrole pour dire ensuite qu'il a clos ce débat. Il ne peut pas clore ce débat, puisqu'il est l'un des acteurs contestés. C'est comme si un présumé accusé dans un tribunal disait je clôt le débat. Il ne lui appartient pas de clore le débat, il lui appartient de donner sa part de faits. Sa part de vérité. Sa part de vérité, comme il m'appartient de donner ma part de vérité au peuple souverain, mais surtout aux institutions qui représentent ce peuple, de prendre leurs responsabilités. Est-ce que oui ou non? Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être parce que le débat d'aujourd'hui concerne plus peut-être notre programme de gouvernement. Puisqu'on nous dit souvent vous restez enlisés sur les débats pétroliers et que vous n'avez pas de programme. Je dis définitivement, y compris les intellectuels qui se penchent sur le dossier sans même prendre le soin d'écouter et de lire ce qu'on a dit. Oui et 3 fois oui, de l'argent a bel et bien été échangé malgré qu'on n'est pas dans la phase de production. Que les gens arrêtent de croire sur parole ce que leur disent les ministres ou les premiers ministres ou même le président de la République. On ne croit pas un homme que par ce qu'il dit. On confronte ce qu'il dit avec la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que sur le dossier Timis est bel et bien en partie seulement parti. Il est sorti des blocs de Saint-Louis offshore profond et de Kayar offshore profond. Que je sache, il l'a pas fait que pour les beaux yeux du Sénégal sans rien prendre en contrepartie. Que les gens qui ne savent pas arrêtent de dire qu'il n'y a pas d'argent échangé en ces trucs. Parce que ça, c'est pour endormir la bonne dame du coin, le monsieur du coin, le profane, pour dire que oui, on est dans une phase d'exploration, il n'y a pas d'argent. Totalement faux. Beaucoup d'argent a circulé. Je l'ai dit dans une interview à un de vos confrères de la presse écrite. J'attends que quelqu'un d'instruit du dossier me dise non. Mais que des intellectuels, des professeurs d'université, des journalistes, disent oui, on est en phase, répète à tue-tête, sans connaître du fond du dossier, que oui, il n'y a pas d'argent échangé, c'est malheureux pour le pays et la démocratie du pays. Parce que à ce niveau de formation et de compétences, on doit s'exprimer en pleine connaissance. Il y a de l'argent échangé, cela veut dire quoi? Et moi, ministre de la République, qui plus est ingénieur de formation, deux diplômes d'ingénieur, je le dis pour montrer que je ne suis pas non plus un profane, qui parle comme ça à la lettre. L'argent échangé, cela veut dire quoi, monsieur le ministre? Mais Timis n'est pas sorti que pour rien. Il a donné combien? On le saura dans quelque temps. On est là pour
ne pas relancer le débat indéfiniment, mais pour parler de notre programme, comme vous l'avez annoncé. Mais je dis... Mais vous avez quand même évoqué un sujet important. Timis, vous avez des informations sur ce que Timis a donné. C'est l'occasion ou jamais de le dire, monsieur le ministre. Bravo pour votre insistance. Et je souhaite que le débat soit posé sur la place publique. Et il le sera. Mais pour revenir définitivement sur ma sortie du gouvernement... Oui. J'ai passé l'année à expliquer est-ce que je démissionnais, je n'ai pas démissionné, oui, est-ce que, etc. Oui. Personne ne peut contester et me contester le fait que j'ai refusé de signer, librement. Oui. Personne ne peut contester ou me contester que c'est parce que je n'étais pas d'accord sur le fond du dossier. Je pense que je vais l'avoir fait pour l'intérêt du Sénégal. Je pense que l'intérêt des Sénégalais devrait être sur cette question, de voir en quoi j'ai pu avoir raison si j'ai défendu leurs intérêts ou en quoi j'ai pu avoir tort. Mais pas est-ce j'ai démissionné ou pas démissionné. Ça, c'est derrière moi. Oui. Vous êtes quand même sorti du gouvernement. Vous êtes ensuite j'ai démissionné. Vous êtes parti. J'ai démissionné, je vais vous dire pourquoi. Oui. Et je le répète encore à votre antenne pour l'avoir répété partout ailleurs. Quand je suis arrivé ce matin-là, ma première rencontre fut avec le Premier ministre qui m'a pris en aparté. Il m'a dit, est-ce que vous allez signer? Puisque toute la nuit, il m'a assommé de SMS. L'actuel Premier ministre. Oui. J'ai les preuves tangibles, sur papier, par huissier, de SMS, en me disant, il faut signer, etc., sachant que ma position était de ne pas signer. Quand je suis arrivé, donc, il m'a pris en aparté. Oui, il faut signer parce que vraiment le boss, vous voyez, etc. Je ne veux pas entrer dans les détails de son argumentaire. Oui. J'ai dit, je ne vais pas signer. Il m'a dit, vous savez, le prix de l'inaction, c'est quoi? Je dis, je le sais d'autant plus que je suis avec ma lettre de démission. Je suis venu avec un seul document ce jour-là, dans une enveloppe beige format A4 qui était ma lettre de démission. Ah bon? Vous en êtes là? Je dis oui. Il a pris sa tablette. Il a envoyé certainement un texto à qui je ne sais pas, puis il est revenu à la charge. Et je suis resté campé sur mes positions jusqu'au moment où je suis sorti du bureau du président de la République. Alors, ça c'est anecdotique. Voyez-vous, c'est au Sénégal qu'on se penche sur le fait que il a démissionné, il n'a pas démissionné, il a été démis. Quel est le fond du problème? Est-ce que, oui ou non, je peux avoir tort, mais est-ce que oui ou non, j'ai raison quand j'estime que la loi n'a pas été respectée pour que je puisse signer? Oui. Que non seulement la loi n'a pas été respectée, mais que les intérêts du Sénégal n'ont pas été préservés. J'ai dit et répété que ce contrat est l'un des plus mauvais contrats qu'on ait signé. Puisque les propositions qui nous sont faites sont même en deçà des propositions qui nous avaient été faites avant des découvertes de pétrole et de gaz. Alors même que le bloc qu'on donnait, à savoir Rufisque Offshore Profond, était l'un des blocs les plus avantageux et les plus courus à cette époque dans le monde, puisque toutes les grandes compagnies du monde, les majeures qu'on les appelle, à savoir Shell, BP, Total aussi, la plus grande compagnie chinoise, même Exxon s'était signalé. Alors, donc dans ces conditions, quand on a l'offre la meilleure au monde, quand on a toutes les grandes compagnies au monde, on ne brade pas. Qu'on vienne aujourd'hui nous dire on va procéder à des appels d'offres, on va réviser le code, après avoir tout donné, après qu'il ne reste plus rien, doit faire rire les Sénégalais, rire jaune bien sûr, parce que c'est symptomatique de la manière de procéder dans ce pays. Absolument. Alors, vous êtes ensuite passé à l'opposition après avoir quitté le gouvernement. Vous avez déclaré votre candidature à la présidentielle de février prochain sous le couvert du mouvement que vous avez créé, la République des valeurs. D'ailleurs, vous avez lancé votre programme de société, lancement hier à Guédiawaye en banlieue de Dakar. Le choix de la banlieue n'est certainement pas gratuit. Parce que la banlieue est le concentré non seulement des populations, mais des difficultés que vivent les Sénégalais des centres urbains. Pékin est une grosse agglomération et on était à la frontière entre Pékin et Guédiawaye. Il y a au bas mot 1 million de personnes dans cette zone. Figurez-vous, pas d'université, un seul hôpital en construction, pas d'usine au sens où, en tout cas,
c'est des cités dortoirs où les gens font le mouvement pendulaire par jour pour aller vers le centre-ville de Dakar ou ailleurs, faire leur emploi et revenir. Et la plupart vivent de petits boulots qui ne permettent pas de vivre décemment. Les infrastructures, bien sûr, de 2012 à 2019, des efforts ont été faits dans l'assainissement, dans peut-être certaines infrastructures, mais avant d'y revenir, quelles que soient les difficultés de Pékin, je l'ai dit hier devant les populations là-bas, c'est rien comparativement aux difficultés que vit la grande périphérie. Parce que la banlieue est la périphérie du petit noyau que représente Dakar, puisqu'on est un pays macrocéphale. Et la grande banlieue, c'est-à-dire le reste du pays, quand vous allez à Mbane ou à Goudiri ou dans le Jolof profond, tous les services de base dus à un être humain sont absents. On se croirait au temps de Ndiaye Ndiaye, au XIIe siècle ou au XVe siècle, dans certaines zones. Même les activités humaines sont restées inchangées. Figurez-vous qu'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est pas une surprise. Il n'y a pas d'électricité. C'est pas une surprise, mais même le réseau téléphonique est absent. Ces concitoyens vivent dans le dénuement le plus total. Oui, mais sauf que cette banlieue-là, vous avez choisi pour lancer votre programme, malgré les difficultés que vous évoquiez, et peut-être une chasse gardée. Il y a le maire qui est le frère du président. À Pékin, on a l'oncle ou le frère de la première dame. On dit vraiment que cette banlieue de Dakar est déjà une chasse gardée. Les élections. Est-ce que vous êtes d'accord? Les élections à venir prouveront si c'est une chasse gardée. C'est ce qu'on disait aussi avant la fin du régime droite, mais je dois vous faire observer que lors des élections législatives, dans toute la région de Dakar, le régime actuel est arrivé à moins de 40%. Ça ne peut pas être une chasse gardée. Dans une élection à 2 tours, ça aurait pu être très différent. Et ça va être très différent. Surtout que, entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Et juste pour terminer sur une image, j'allais dire, saisissante, du sort que le régime actuel conçoit pour la banlieue de Dakar, c'est que, voyez-vous, quand le président chinois est arrivé ici, il a inauguré quoi? Une arène à Pékin. Puis ensuite, il est parti dans un autre pays africain. Qu'est-ce qu'il a inauguré au Rwanda? Une université. C'est-à-dire que nous, notre pays, nous avons choisi l'une des formes d'infrastructure les moins importantes pour un pays en voie de développement. Une arène n'est pas importante? Je dis les moins importantes. Et en tout cas, dont on a le moins besoin. Quand on a une population aussi considérable d'étudiants et qu'on est obligé d'en placer près de 30 000 dans des universités privées. À qui on doit de l'argent. À qui on doit de l'argent. Alors même qu'on avait l'opportunité là de résoudre un des problèmes et de fixer les populations de Pékin et de Guédiawaye, une des plus grandes agglomérations urbaines du Sénégal, dans leur zone d'habitation pour éviter justement les déplacements vers Dakar ou toute autre infrastructure. C'était une parenthèse pour montrer les malheurs dans les choix d'investissement. Mais ce qui fonde notre programme, on dit le président de la République a fait le tour du pays. Oui, il a fait le tour du pays. Il a certainement fait des forages, notamment dans le Jolof. Il a certainement fait des routes rurales. On pourrait y revenir. Hein. J'ai vu la route. Oui. J'ai vu la route qui mène vers Dodi. Nous allons parler un peu de votre programme, si vous le désirez, Monsieur le ministre. Dans ce programme que vous proposez aux Sénégalais pour qu'ils votent pour vous, il y a 3 axes majeurs: la refondation de notre démocratie et la moralisation de la vie politique et publique, la lutte contre le chômage de masse, la modernisation de notre économie et la remise sur pied de notre système éducatif, l'accès universel aux services et infrastructures de base et de qualité, santé, éducation, eau, assainissement, transport, gestion des déchets, sécurité. On a l'impression que c'est du déjà entendu, Monsieur le ministre. D'abord, vous avez peut-être omis l'essentiel, c'est que le programme s'appelle Refonder notre pacte républicain. Il est inspiré par une philosophie, une vision différente. Refonder notre pacte républicain,
Parce que, voyez-vous, je parlais tout à l'heure des populations démunies. 50% des populations de l'intérieur du pays n'ont accès à aucun service de base. Et on a l'impression que quand on leur donne accès à ces services, c'est une bonne volonté du président de la République. D'ailleurs, souvent les gens le disent, nous avons un président, alors que c'est sur l'argent de ces populations que ça a été investi. Et souvent, c'est des demandes de plusieurs décennies qui impactent la vie de ces populations directement, leur santé, leur déplacement, etc. C'est pourquoi nous disons, refonder notre pacte. Il faut que les citoyens, où qu'ils soient, aient un minimum décent pour vivre et un minimum d'accès à des services. Ça, c'est une vision radicalement différente. Parce qu'ici, on dit, dans 20 ans, on va éradiquer ceci. Si on a pu mettre 1000 milliards de francs de Sénégalais empruntés, que tous les Sénégalais, y compris ceux qui n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité, vont payer, ne doit-on pas pouvoir autant investir pour éradiquer définitivement les problèmes de forage, les problèmes d'électrification rurale? Il fallait près de 200 milliards pour l'éradiquer définitivement dans le pays, l'électrification rurale. Ne faut-il pas ça? Ne faut-il pas que chaque citoyen sénégalais se dise qu'il est intégré dans une nation qui pense à lui et qui essaie de lui apporter le minimum? Voilà une des visions sur lesquelles on se fonde. Deuxième chose, mais je réponds aussi au passage à votre question en disant que si c'est du déjà vu, c'est parce que... Déjà entendu. Déjà entendu, oui. C'est parce que nous sommes restés un des pays où, en l'absence de la petite partie de Dakar, tout est à faire. Et malgré toutes les promesses qui ont été faites, peu de choses ont fondamentalement bougé. Ce n'est pas ce que dit la majorité à travers le PRODAC, le PUDC, au vu des infrastructures qui sont en train d'être développées et qui sont en train d'être inaugurées tous les jours. Je ne sais pas si vous le faites exprès ou c'est un lapsus, mais vous avez commencé votre énumération par le PRODAC, oui, qui est symptomatique du premier chantier, parce qu'on en a 5, qu'il faut refaire pour refonder notre République. C'est-à-dire la bonne gouvernance, l'existence de l'État de droit. La possibilité d'empêcher un président de la République ou la justice ou qui que ce soit de faire obstruction à l'exercice de la justice parce que c'est des copains qui sont en cause. Vous avez bien fait de mentionner le PRODAC. C'est symptomatique des critiques qu'on avait faites avant, qu'on continue à faire pour la bonne gouvernance, la gestion sobre et vertueuse, et qui restent toujours d'actualité malheureusement pour nous. On aurait bien aimé que le pays avance ça. Mais on est obligé de... Mais est-ce que le pays n'a pas avancé, monsieur le ministre? J'espère que vous n'êtes pas un nihiliste. Est-ce que les choses sont en train d'être faites ou pas? Ou les choses ont été faites ou pas? J'arrive, après je vous donne les statistiques. Allez-y, monsieur le ministre. Donc, refonder notre République, c'est ne plus laisser à un seul homme de croire que c'est un demi-urge à qui on doit tout et qui dit « j'ai décidé, je suis inspiré », sans que l'Assemblée nationale, qui représente aussi les populations dont je parlais, de Dodji, de Goudiri, où j'ai vu une moto ambulance, c'est-à-dire une femme mise entre le conducteur et celui qui est derrière parce que la femme est trop faible pour s'accrocher au conducteur. Il y a quelqu'un d'autre qui la tenait par derrière et nous on les a mis sur une de nos pick-up. Moto ambulance, pendant qu'on choisit des investissements qui ne rapportent rien. Je dis, il faut que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle convenablement et puisse affecter les ressources du pays aux priorités nécessaires pour le pays et pour les populations du pays. Et que les députés de ces zones représentent ces zones, ce qui induit quelque chose sur leur mode de désignation. Deuxièmement, l'obstruction de la justice. Vos prédécesseurs en parlent, mes prédécesseurs à ce micro en parlaient. C'est un fait patent, constaté par tous, en fait de nihilisme. Il y a bien une justice sélective qui a tapé sur quelqu'un et qui a laissé tous les autres. Et sur le dossier du PRODAC, on n'a même pas eu semblant d'exercice de la justice. Sur des dossiers hautement plus explosifs comme le pétrole, personne, c'est comme si le débat se passait au Mali ou au Botswana ou au Venezuela, puisque vous avez un premier ministre, Abdoul Mbaye, qui dit « j'ai signé sur la base de faux », qui dit « j'ai saisi le procureur », qui dit « j'ai saisi le président de la République ». Un ancien ministre comme moi qui dit « voilà les faits que je porte. Il faut ouvrir des commissions d'enquête parlementaire ». Rien, ça veut dire qu'il faut refonder notre République.
Et ça, depuis les assises, on arrête de le dire, il y a eu des propositions concrètes. Nous nous engageons, non pas à revenir sur les propositions des assises, à l'exception du régime parlementaire, mais de les mettre en œuvre et de proposer un échéancier simple, clair et net pour les mettre en œuvre le plus rapidement possible, parce que c'est le socle de notre pacte républicain. Deuxièmement, pour ce qui concerne les infrastructures dont vous parlez, je vais ramasser ces 5 axes, mais je vais ramasser rapidement. Oui. Vous savez, j'ai quelques chiffres ici. J'aime pas venir avec des papiers, mais j'ai amené des chiffres puisque je suis pas très fort en statistiques. Vous savez, aujourd'hui, notre économie, quel que soit ce que disent les tenants du pouvoir, ils ne peuvent que dire qu'ils ont raison, mais on a vu le ministre de l'économie et des finances faire des aveux. Oui. Au bout de 7 ans, quand on est arrivé à l'heure du bilan, d'abord, tout le monde sait que pendant la période de soudure de 2017, 245 000 personnes entre Podor, Matam et Ranérou n'ont eu droit à leur pitance quotidienne que grâce à l'aide des bailleurs de fonds. C'était alerté, acté. Et 2017, ça vous dit quoi? C'est l'année où on devrait avoir l'autosuffisance en riz dans la vallée produite au Sénégal. Alors, on a investi beaucoup d'argent pour l'aménagement des terres. On a investi beaucoup d'argent pour l'équipement du matériel lourd, du tracteur, motopompe. Pour quel résultat? Pour une indigence dans la zone. Savez-vous, entre-temps, que la dette du Sénégal est passée de 2700 milliards en 2012 à 6300 milliards de nos jours. Est-ce que pour autant la pauvreté s'est réduite au Sénégal? Non. On a moins de 3 Sénégalais sur 10 qui ont un travail au jour d'aujourd'hui. La dette donc a doublé en 7 ans, plus que doublé. L'État doit des milliards à des entreprises qui sont exsangues. Les universités privées, vous avez vu. Récemment, c'est les restaurants universitaires qui ont menacé de fermer. Tous les chantiers dans le pays qui dépendent du budget consolidé d'investissement, BCI, qui ne sont pas directement abondés par les bailleurs, tous ces chantiers sont à l'arrêt. C'est un pays à l'arrêt. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tous les investissements qui ont été faits sont des investissements tape à l'œil, qui visent à produire un pseudo-bilan qui n'a aucun impact sur la vie du pays. Je donne un exemple symbolique simplement. Vous savez que on a réfectionné le building administratif. On a commencé en 2012 ou 2013, si je ne m'abuse. On avait dit 18 mois. 2014, ça devrait être livré. Ou 2014, je ne sais plus. En tout cas, en 18 mois, ça devrait être livré. On a commencé par dire 17 milliards. Puis aujourd'hui, semble-t-il, d'avenant en avenant, c'est autour de 39 milliards. Parallèlement, pendant 4 ans, de 2014 à 2019, on loue pour l'ensemble des services et ministères qui étaient établis au building. Donc c'est de l'argent encore parti. Et en même temps, on construit des pôles ministériels à Diamniadio où les fonctionnaires rechignent à aller parce que c'est des surcoûts de dépenses pour eux, pour leur déplacement, alors même que leurs villas et leurs enfants étudient au centre-ville de Dakar. Au total, ces centaines de milliards ou cette centaine de milliards investis, elle a rapporté quoi en termes de recettes pour rembourser les dettes qui ont permis de réaliser ces chantiers? Zéro franc. Voilà le fond du problème. Vous prenez le centre Abdou Diouf. On a emprunté auprès de la Turquie. On dit on veut le construire en 14 mois pour abriter les sommets de la francophonie. Au total, près de 45 milliards ont été engloutis dans ce centre. Est-ce que ce centre produit des recettes, madame? Est-ce que vous pensez que ce centre produit des recettes? Et les dettes, qui va les payer? On va prendre de l'argent qui aurait dû servir à éradiquer les abris provisoires ou à acheter plus de craie ou à rééquiper nos écoles pour aller entretenir un centre qui ne sert strictement. Alors, il y a d'autres autres questions d'auditeurs. Cher Diop, merci de nous avoir donné l'occasion de poser des questions. Si le pouvoir perd les élections, Monsieur le ministre, l'idée de toute négociation de contrat de pétrole que l'État Sénégal a déjà signé n'écarte pas des poursuites judiciaires. Ousmane Noreni, bonjour Monsieur le ministre, on vous remercie de votre détermination et de votre franchise. Pouvez-nous nous donner des détails du contrat de Total sur lesquels vous n'étiez pas d'accord? On croit pouvoir y avoir accès puisqu'il s'agit de l'exploitation de nos ressources. Oui, je dois dire que
Contrairement d'ailleurs à ce que le président de la République a dit, les contrats ont été publiés. Je l'ai vu au Méridien dire que la loi lui fait obligation de ne pas publier les contrats. La loi 9805, contrat pétrolier. Or, au moment où il s'exprimait les contrats, et je réponds à M. Noureini, c'est ça, que les contrats sont bien sur le site du gouvernement et disponibles sur Internet. Oui. Première chose. Je me suis épanché aussi largement sur le fait que l'offre de Total était la 5e par rapport aux autres offres Sophie selon le classement qui a été établi par les services compétents de l'État, que j'ai pas fait. Et donc, voilà une des raisons pour lesquelles j'ai refusé de signer, entre autres. Mais surtout, aussi que la loi 9805 n'a pas été suivie de bout en bout, ainsi que son décret d'application. Je vous dois dire, par parenthèse là-dessus, moi je suis très 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 surpris que le président de la République ignore la loi. Quand il était au Méridien, il a dit devant tous les Sénégalais, vous pouvez regarder sur le site internet, que la loi m'interdit de publier les contrats et que c'est de mon bon vouloir que je publie ces contrats. C'est pas exact. La loi 9805, en son article 34, dit entre autres choses, après avoir expliqué comment on signe et on approuve les contrats, dit que les décrets d'approbation donc du contrat et le contrat sont publiés au journal officiel. 9805, c'est de 1998, 8 janvier 1998, ainsi que le décret d'application. Alors, pourquoi? Soit il ignore la loi, ce qui est très grave, soit il feint d'ignorer la loi, ce qui est tout aussi grave. Voilà un débat fondamental dans un pays où la classe, je ne dis pas la classe politique, parce que pour une fois les politiques font leur job. C'est les intellectuels qui disent, ouais, c'est un débat de politiciens, ouais. Voilà un débat fondamental. Moi, je dis, et on l'a entendu, et je donne les références, que le président de la République, soit il ignore la loi, soit il feint d'ignorer la loi. Pour moi, c'est la deuxième hypothèse qu'il faut. Puisque, peut-être justement, derrière les clauses de confidentialité, on veut enterrer les conditions dans lesquelles Timis sont sortis et laisser croire à l'opinion ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'argent échangé. Mais on y reviendra ultérieurement. Alors, il y a... Et deuxièmement, très rapidement, j'ai oublié une partie de votre... On va aborder les processus électoraux. J'ai oublié une partie de la question de M. Fall. Le premier à avoir posé une question. Je le remercie de son intérêt pour ces questions. Alors, est-ce qu'il est possible de renégocier les contrats de pétrole? Oui, oui et oui. Puisque au moins 3 de ces contrats ont été établis en violation flagrante de nos lois et règlements. Et les 2 parties qui ont signé savaient qu'il y avait violation. Ce qui, je ne suis pas juriste, me laisse à croire qu'on a de très bonnes chances de dénoncer ces contrats et d'obtenir gain de cause devant n'importe quel tribunal. Parce que au Burkina Faso, un des acteurs qui est ici là, mis en cause dans notre pays, avait obtenu un contrat dans le domaine du manganèse. Les nouvelles autorités, une fois arrivées, ont non seulement réquisitionné et saisi la quantité de minerais qui étaient déjà produites et prêtes à être exportées, mais cassé le contrat. Il est allé se plaindre à l'international devant un tribunal arbitral. Cet entrepreneur-là a été débouté. Parce que vous ne pouvez pas venir dans un pays, signer un contrat entre les 2 tours de la présidentielle, antidater ce contrat à une date où vous-même, votre propre entreprise n'existait pas, 17 janvier, alors que le Petrotim a été créé en 19 janvier, etc., etc. Tout ce qui a été largement documenté et que les Sénégalais doivent regarder. C'est Internet, c'est dans Internet. Et vouloir dire que vous avez le droit de votre côté. Non, vous avez la force de votre côté. Alors, nous allons terminer avec le processus électoral, le fichier... Mais on n'a pas beaucoup parlé de mon programme, hein. Vous m'avez beaucoup noyé dans le pétrole. Je vous ai demandé des questions sur votre programme, vous avez évoqué quelques points, on ne peut pas tout éplucher dans cette émission-là, ce sera pour la prochaine certainement, Monsieur le Ministre. Alors, il y a une très bonne question de Mor Diop, il vous demande, est-ce que vous êtes convaincu de pouvoir être candidat avec le parrainage? Si je n'étais pas convaincu de pouvoir être, je ne me serais pas engagé dans le processus.
C'est un processus avec, je ne serai pas, d'ailleurs je ne suis pas seul à décider. On oublie souvent que les mouvements, c'est des hommes et des femmes d'égale dignité. C'est pas moi qui suis en train de chercher le parrainage à Sédhiou ou à Kaolack ou à Podor. C'est des citoyens, c'est des militants, c'est des responsables qui y croient. Et je les salue au passage. Je dis que nous y croyons fermement. Maintenant, il y a des difficultés, c'est certain. Quelles sont ces difficultés? J'ai souvent évoqué l'utilisation massive de l'argent. Quand on évoque les difficultés, il y a des esprits malins qui sont prêts à dire oui, c'est parce qu'il pense qu'il n'y parviendra pas. C'est le genre de débat qui font que notre pays, qui témoigne du sous-état de développement intellectuel de notre pays. Parce que quand on pose un problème objectif, on doit voir si ce problème est réel et essayer de trouver des solutions. Oui ou non, est-ce que de l'argent est massivement utilisé pour acheter des parrainages ou détourner les parrainages des gens? Si oui, la justice doit se mettre en branle. Mais à ce jour, je ne dis même pas pour moi-même. Vos propres confrères, je ne dis pas d'ici, mais d'autres organes, ont documenté. Je me rappelle un journal qui, dès le 7 ou 8 septembre, disait que 2 milliards ont été mobilisés pour acheter des parrainages. Vous allez à l'intérieur du pays, vous le voyez, toute cette histoire de DR, direction à l'entrepreneuriat rapide, ils ont confisqué, siphonné toutes les cartes d'identité dans beaucoup de zones en faisant croire aux gens que c'est pour leur obtenir des bourses. Et souvent, c'est pas eux-mêmes qui signent. Nous, à Touba, deux de nos responsables femmes, ont été victimes de tentatives de corruption, d'achat de parrainage. L'une d'elles, on a fait un communiqué là-dessus. L'une d'elles, on lui a dit, vous nous donnez, pour chaque 500 parrains, on vous donne 300 000. On n'a même pas besoin. Suivez-moi bien, on n'a même pas besoin de vos fiches. On a juste besoin de copies. L'utilité, c'est pour mettre des doublons dans nos parrainages. Ce qui est pour pouvoir nous éliminer, parce que la loi, malheureusement, a introduit un cheval de Troie. C'est-à-dire que le premier qui dépose gagne le parrain. Absolument. Le second, même si c'est lui qui a eu en premier lieu, et même si l'autre a acheté. Mais monsieur le ministre, à ce jour, vous avez collecté combien de... C'est pas une information que je vais dire à la radio. Mais il ne vous reste pas beaucoup de jours. Mais si vous voyez que nous continuons à nous activer et à y aller, c'est qu'on y croit. Oui. Vous pensez qu'on va continuer à aller par moyen, par voie, si on n'y croit pas? Deuxième chose, ça c'est important, c'était important à souligner. Deuxième chose, je crois que on joue un peu à dire qui l'aura pas, quand quelqu'un l'a pas, comme quand Maître Mame Adama Gueye, que je salue au passage, s'est retiré, toutes sortes de colibés. La République, c'est pas ça. Il y a des hommes et des femmes qui sacrifient de leur temps, de leur énergie, de leur vie familiale, à tort ou à raison, en pensant qu'ils peuvent apporter quelque chose au pays. Il y a d'autres qui, tout en sachant et en étant dans le cœur du système, en sachant que tout ce qui est dénoncé est vrai, préfèrent se cacher derrière leur sinécure. Alors moi, je préfère, comme Sisyphe, qui était heureux en remontant chaque jour la pierre. Moi, je préfère chaque jour peiner, souffrir, pour que le pays puisse aller de l'avant, malgré tout, que d'être dans ce que Césaire disait, l'attitude stérile du spectateur. Car, comme il disait, un homme qui souffre n'est pas un ours qui danse. Et un peuple qui souffre, c'est pas un ours qui danse. Nous devons savoir tous que notre peuple souffre dans ses entrailles. J'ai comme l'impression d'être en face d'une personne neuve, alors que vous avez été dans le système, monsieur le ministre. J'ai été dans le système, oui. Vous avez dit qu'on m'a démis une première fois. Oui. J'ai expliqué, quand même. Oui, j'ai expliqué que quand on m'a démis une première fois, il y a au moins 3 contrats que j'ai refusé de signer. Et le Premier ministre Abdoul Mbaye a témoigné 2 fois sur ça. Dans son livre, et lorsqu'on lançait le mouvement, le 28 octobre 2016. Et il disait, 2017. Et il disait, et je disais ici ou ailleurs, que par exemple pour le contrat de l'autoroute à péage, prolongement de Diamniadio à AIBD,
J'ai refusé de le signer. Ce qui a valu, dans les moments que j'ai failli démissionner, le Premier ministre Abdoul Mbaye, qui m'écoute, peut être témoin. Et il a fait un passage, allusion à cela, dans un passage de son livre Servir, page 95. Et, par ailleurs, comme je dis souvent, j'étais dans le système. J'ai défendu, chaque fois que j'ai pensé nécessaire, mes convictions profondes. Mais je n'étais pas dans le système pour profiter. J'étais quand même le directeur général de l'ARTP qui est allé voir le président de la République pour lui dire que le salaire du directeur général et son traitement en général sont exorbitants. Au total, autour de 20 millions par mois pour une personne. C'est moi qui suis allé le voir. Et c'est moi qui l'ai. Donc je n'étais pas dans le système pour des sinecures. Et chaque fois qu'il m'est paru important de défendre les intérêts fondamentaux du Sénégal, je l'ai fait. Je peux vous parler, on va peut-être y revenir, la route Fatick-Kaolack. Oui. Tant que j'étais dans... C'est une des raisons aussi de mon limogeage. J'avais 3 dossiers comme ça, où j'ai dit niet. Alors, être dans le système ne signifie pas je suis redevable, mais comme dirait Chevènement ou je ne sais plus qui, on a aussi le droit d'inventaire. Ou c'est Jospin peut-être, le droit d'inventaire. Alors, monsieur le ministre, nous allons terminer par le fichier qui vous divise, le fichier électoral. Est-ce que vous pensez que d'ici les élections, vous allez parvenir à un consensus quand même pour pouvoir parler le même langage sur ce fichier? Voyez-vous, le président de la République semble lui-même dire qu'il n'y aura pas de consensus sur cette question, puisqu'il reporte à l'après-élection la résolution de tous les contentieux actuels et à venir au sujet des élections en esquissant d'une loi d'amnistie. Ce qui est fait volontairement. Avouons-le. Est-ce que c'est compliqué au XXIe siècle, quand on n'a pas inventé l'informatique ni la carte d'identité biométrique, de produire des cartes d'identité biométrique et de les remettre à leur destinataire? Est-ce que c'est compliqué de donner accès à un fichier à partir de n'importe où dans le monde? C'est pas compliqué. On va quand même donner, ça se trouve au ministère de l'Intérieur. Dans quelles conditions, pendant qu'on parle de 2-3 fichiers, ce débat même confirme ce que je disais tout à l'heure, la pauvreté intellectuelle de notre élite, parce que ce débat aurait dû être dépassé. Et par parenthèse, puisque j'ai évoqué tantôt la question de la loi d'amnistie. Mais si le président pense que c'est le moment d'apporter une détente qui est bonne pour le pays, d'apaiser et d'aller vers les élections dans des conditions apaisées, pourquoi ne prendrait-il pas cette loi ici et maintenant? C'est un aveu que ce qui le préoccupe, c'est d'enfermer les personnes ou de les empêcher, les 2 personnes concernées, ou de les empêcher de participer aux élections, et après les élections maintenant, qu'ils rentrent pas, qu'elles viennent pas, qu'elles soient en prison ou pas, peu importe. Un aveu de ce que tout le monde a toujours dit. Et voilà les valeurs auxquelles on se réfère en disant République des valeurs. Nit dafa am loy jomma def ak wax ak joxe ci réew. Ben. Deuxièmement, c'est un aveu que c'est pas l'argent des Sénégalais qui les préoccupe et qui les préoccupe en l'occurrence. Que Karim Wade puisse rester à travers le monde, aller où il veut, quand il veut, comme il veut. Mais surtout, et qu'on ait pu le mettre en prison, le gracier sans avoir pris les dispositions nécessaires pour recouvrer notre argent qu'il a nié avoir pris. Lui, il est constant et cohérent. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, mais il est constant et cohérent. Mais on le laisse partir en laissant une épée de Damoclès suspendue sur sa tête. Mais surtout ce qui m'inquiète, moi, c'est que cette loi d'amnistie ne serait-elle pas une forme de s'auto-amnistier au passage et tous ceux qui ont mis dans Prodac, dans les contrats pétroliers et tout ça? Puisque, comme on dit en général, une loi, elle est générale et impersonnelle. Et donc, on ne dira pas, oui, M. Karim Wade ou M. Khalifa Sall, on dira tous les faits entre 2000, etc., et 2000 trucs liés à ceci et cela. Mais ça, c'est fait. Ben, il y entrera des problèmes de pétrole, les problèmes de Prodac. C'est pourquoi, et définitivement, nous disons aux Sénégalais, si vous voulez que votre pétrole reste pour vos enfants, si vous voulez que votre pétrole reste pour vous et serve à vous,
Si vous voulez que notre Sénégal émerge, le 24 février, faites le bon choix. Le bon choix, c'est Thierno Alassane Sall, certainement, monsieur le ministre. On n'est pas encore en campagne. On vous remercie d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu vous-même. À notre invitation, à l'invitation de Babacar Fall. J'ai essayé de sauver les meubles à quelques minutes quand même. Merci d'avoir suivi, à dimanche prochain. Merci beaucoup, vous avez plus que sauvé. Merci beaucoup.